Alors, comment s'organise vraiment le monde qui nous entoure? L'objectif de ce décryptage aujourd'hui est à la fois ambitieux et absolument essentiel. On va démystifier les systèmes complexes. Trop souvent, quand on essaie de comprendre la nature de la complexité, on se repose sur des métaphores qui sont, disons-le, un peu vagues. On parle d'entropie, de régularité ou de chaos, comme si c'était des concepts presque poétiques. Eh bien, il est temps de dépasser ces analogies. On va ancrer notre compréhension dans des réalités mathématiques concrètes, celles de l'information et de l'entropie. C'est vraiment la base indispensable pour saisir toute forme d'adaptation et de dynamique complexe. Commençons tout de suite par briser une grosse idée reçue. Est-ce qu'un énorme pavé, un livre super épais, contient forcément plus d'informations qu'un seul et unique mot? Intuitivement, la réponse semble évidente, on se dit que oui, pour sûr. Et pourtant, c'est faux. Imaginons un livre entier qui répéterait exactement la même phrase encore et encore des milliers de fois. Ce livre est totalement prévisible, en réalité il ne contient presque aucune information véritable. A l'inverse, un seul mot, s'il est complètement inattendu et qu'il change fondamentalement la donne, porte en lui une charge d'information bien plus massive. Bref, la taille ne fait pas l'information. Au programme de ce décryptage, on va d'abord définir le langage de la complexité, puis voir l'identité de Boltzmann, la complexité algorithmique, la complexité effective, les limites du savoir, pour enfin faire le lien avec les systèmes complexes. Pas d'inquiétude avec ces termes un peu denses, ce sont des concepts qui s'emboîtent tous parfaitement, comme les pièces d'un seul et même puzzle géant. Section 1. Le langage de la complexité. Faisons un petit saut dans le temps. Direction 1948. À l'époque, le mathématicien Claude Shannon bossait au laboratoire Bell sur un problème d'ingénierie très terre-à-terre. De combien de bits un canal de communication a-t-il réellement besoin? Et ce qui est dingue, c'est la façon dont Shannon a redéfini le mot information. Pour lui, c'est une fonction de la surprise. L'idée est simple, si un événement est absolument certain, avec une probabilité de 1, il n'y a aucune surprise. Résultat, ça produit très exactement 0 bit d'information. On n'apprend rien de ce qu'on sait déjà. En revanche, un tirage à pile ou face, avec une chance sur 2, c'est imprévisible. Le résultat de ce lancer nous donne très exactement 1 bit d'information nouvelle. Pour vraiment visualiser la puissance de ces probabilités, imaginons un événement hyper rare. Un truc qui n'a qu'une seule chance sur 1024 de se produire. Quand ce truc arrive enfin, la surprise est monumentale. Mathématiquement parlant, selon la formule de Shannon, cet événement contient très exactement 10 bits d'information. L'information, ce n'est donc pas une question de volume, c'est la mesure mathématique pure de l'improbabilité d'un événement. On passe à la section 2, l'identité de Boltzmann. Voyons comment l'entropie de Shannon révèle un parallèle tout simplement stupéfiant avec le monde physique. Là, on touche à l'un des trucs les plus profonds de la physique moderne. Shannon a créé le concept d'entropie de la source pour calculer l'incertitude moyenne des messages. Eh bien, regardons ça. À gauche, l'entropie de Shannon pour l'information. À droite, l'entropie de Boltzmann, formulée en 1872 pour la thermodynamique des gaz. Les formules présentent une identité structurelle absolue. Et attention, ce n'est pas juste une vague analogie, non. L'entropie thermodynamique et l'entropie informationnelle sont formellement la même quantité mathématique. La seule vraie différence, ce sont les unités physiques, via la constante de Boltzmann, et le choix du logarithme. En gros, le désordre physique et le désordre de l'information, c'est littéralement les deux faces d'une seule et même pièce. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour des systèmes vivants, comme des cellules ou même des villes? Le physicien Ilya Prigogine expliquait que ces systèmes survivent en exportant leur entropie. Si on traduit ça avec le vocabulaire de Shannon, on comprend que réduire l'entropie physique d'un système, ça revient ni plus ni moins à exécuter un code de compression d'informations ultra efficace. Le système se débarrasse de l'incertitude et rejette le désordre dans son environnement. C'est quand même fascinant. La survie même d'un système complexe se résume ici à du pur traitement d'informations. Ce qui nous amène à la section 3, la complexité algorithmique. Parce que, oui, l'entropie de Shannon a une énorme faille. La faille, c'est que l'entropie de Shannon calcule une moyenne. Ça marche super bien pour une source qui crache des millions de messages, mais ça échoue totalement à mesurer la complexité d'une séquence individuelle. Regardons ces deux séquences. La A, c'est juste une suite interminable de zéros. La B, un chaos total de bits balancés au hasard. Statistiquement, une source pourrait les générer avec la même probabilité moyenne, et Shannon leur donnerait le même score. Sauf qu'intuitivement, la A est super simple alors que la B a l'air super complexe, pas vrai? Dans les années 60, Andrei Kolmogorov a réglé ce paradoxe en définissant la complexité par la longueur du plus court programme informatique capable de générer la séquence en question. Si on applique cette règle, le brouillard se lève instantanément. Une suite de 1000 zéros, sa complexité de Kolmogorov est ridicule. Le programme pour la créer tient en 3 mots, genre imprimer 1000 zéros.
Même les décimales de pi, qui paraissent infinies, ont une faible complexité parce qu'elles sont générées par un algorithme court et précis. Il y a une vraie structure. Mais qu'en est-il d'une séquence purement aléatoire? Impossible de tricher, aucun raccourci n'existe. Le programme le plus court, c'est de copier-coller la séquence entière. La conclusion est sans appel. Une séquence n'est algorithmiquement aléatoire que si elle est absolument incompressible. On en arrive à la section 4. La complexité effective. Il reste tout de même un gros obstacle conceptuel ici. Selon Kolmogorov, c'est le hasard absolu qui produit la complexité maximale, vu qu'il est incompressible. Mais franchement, le hasard pur, ce n'est pas complexe dans un sens vraiment utile, c'est juste du bruit. Un écosystème ou une économie de marché ne sont pas complexes juste parce qu'ils sont chaotiques, mais parce qu'ils ont une structure porteuse de sens. Et c'est là que Murray-Gell-Mann arrive avec la pièce manquante, la complexité effective. C'est magistral, parce qu'au lieu de regarder toute la chaîne, on isole uniquement les régularités en balançant le bruit aléatoire à la poubelle. C'est le juste milieu absolu. Ça montre que les systèmes adaptatifs ne vivent ni dans l'ordre rigide d'un cristal, ni dans le chaos d'un gaz, mais exactement sur ce qu'on appelle la frontière du chaos. Bref, pour résumer tout ça, on n'a pas besoin de choisir entre ces trois visions. Ce sont des outils complémentaires. Shannon nous donne la quantité d'informations produites en moyenne. Kolmogorov détecte la présence d'une structure individuelle via la description la plus courte. Et Gell-Mann nous dit à quel point cette structure est significative. Un vrai système complexe, ça coche systématiquement ces trois cases à la fois. Allez, on passe à la section 5, les limites du savoir. On a de beaux outils de mesure, mais les mathématiques aiment bien nous donner des leçons d'humilité. Accrochez-vous, parce qu'en 1974, Gregory Chaitin a posé un concept qui donne un peu le vertige. L'oméga de Chaitin. C'est un nombre réel, parfaitement défini entre 0 et 1. Ça représente la probabilité qu'un programme informatique aléatoire finisse par s'arrêter. Le hic, le théorème de Chaitin prouve que, bien que ce nombre existe, ces décimales sont formellement impossibles à calculer de A à Z. C'est la preuve mathématique absolue qu'un hasard pur et irréductible existe au cœur même des mathématiques. En clair, il y a des limites infranchissables. On ne pourra jamais tout prouver ni tout savoir sur la complexité d'un système. Dernière étape, la section 6, connexion des systèmes complexes. Comment ces règles abstraites dictent-elles le monde réel? C'est simple, tout s'emboîte. Shannon, Kolmogorov et Gell-Mann ont littéralement inventé le seul vocabulaire capable d'expliquer notre monde. La thermodynamique de Prigogine, c'est juste une réduction de l'entropie locale de Shannon. L'évolution et les algorithmes génétiques décrits par John Holland, des compresseurs d'informations pour s'adapter à l'environnement. Et ces immenses réseaux mondiaux avec leurs énormes hubs de connexion théorisés par Barabasi, ils existent parce qu'ils représentent la structure à la complexité algorithmique la plus minimale possible pour tenir debout. Tout, absolument tout, c'est du traitement d'informations. Alors, pour conclure ce décryptage, posons-nous la vraie question. On vient de voir que l'ordre total est stérile et que le hasard, irréductible, bloque nos capacités de prédiction. La vie, les sociétés, la nature, tout ça évolue sur un fil de funambule à l'extrême bord du chaos. C'est là qu'est la vraie magie, la complexité effective. La question vertigineuse qui nous reste, c'est, sachant tout cela, comment la science de demain va-t-elle bien pouvoir inventer de nouveaux outils pour réussir à décoder cette frontière en constante évolution ? C'est clairement le défi ultime si on veut vraiment, un jour, comprendre les systèmes adaptatifs complexes. À méditer.